Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à ce journal. Ce 20h est essentiellement construit autour de l'adoption de l'avant-projet de finances de l'année 2016 qui a été adopté aujourd'hui en Conseil de ministres. Une loi qui répond à une nouvelle forme de gestion des finances publiques pour plus de résultats. Le Burkina Faso et l'ensemble des nations endeuillées par le crash d'Air Algérie commémorent depuis hier le premier anniversaire de l'accident. Un an après, les plaies sont toujours ouvertes. Et la vente illicite de carburant au Burkina Faso reste d'actualité. Les vendeurs s'enrichissent aux grandes dames de la réglementation en vigueur. Débutons ce journal avec cette loi que le gouvernement a adoptée, un avant-projet de loi qui porte sur l'adoption de finances de l'année 2016. Une loi qui est axée sur des résultats pour donc plus de pratiques en matière de gestion des finances publiques. Plus de détails avec Joël Zoundi. L'avant-projet de loi des finances 2016 a été présenté et adopté en Conseil des ministres ce vendredi 24 août 2015. Cette loi a été bâtie autour des critères préconisés par l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). Cet avant-projet de loi découle d'un certain nombre de directives qui ont été prises en 2009 par le Conseil des ministres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine et qui visent à améliorer le cadre de gestion des finances publiques. Donc, lorsque l'UEMOA adopte des directives, il appartient aux États de les transposer dans leur droit national. Donc, c'est ce processus qui a été entamé aujourd'hui par l'adoption de cet avant-projet de loi par le gouvernement, qui va être soumis ensuite au CNT, qui va l'adopter et va être promulgué pour être appliqué. Pour le ministre des Finances, Gustave Sanou, la présente loi est axée sur la culture des résultats. C'est une loi qui change fondamentalement la pratique en matière de gestion des finances publiques. Aujourd'hui, nous sommes dans une logique de moyens. Donc il va falloir passer maintenant à une logique de résultats. Ça, c'est vraiment le changement fondamental. Ce qui suppose que donc, il y aura une déconcentration des ordonnancements. C'est-à-dire que le ministre de l'économie et des finances ne sera plus l'unique ordonnateur du budget de l'État. Ainsi, chaque ministre est comptable de la gestion des finances mis à sa disposition. Et donc dorénavant, c'est chaque ministre qui va expliquer qu'est-ce qu'il a fait de l'argent. Donc l'accent va être mis sur l'efficacité de la dépense. Il ne s'agit pas de dépenser, il faut dépenser utile, il faut dépenser efficace. Ça, c'est l'un des changements. Le deuxième changement, c'est que la comptabilité de l'État va s'orienter vers celle du privé. Dorénavant, dans la comptabilité de l'État, on doit pouvoir lire donc, ce qu'on appelle les créances et les dettes de l'État, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On doit pouvoir lire quel est le patrimoine de l'État. Donc l'État, à l'image du privé, va produire donc un bilan. L'avant-projet de loi doit être soumis à l'approbation des députés du Conseil national de la transition. Son adoption est prévue dans le dernier trimestre de l'année 2015. En Conseil de ministres, les autorités se sont également penchées sur l'organisation de la Journée internationale de la jeunesse le 12 août prochain. Pour rompre avec les commémorations précédentes, le gouvernement de la transition compte cette année marquer d'une pierre blanche cette célébration. Joël Zoundi nous en dit plus. La jeunesse burkinabé a été à l'avant-garde de l'insurrection des 30 et 31 octobre 2014. C'est pourquoi le gouvernement de la transition compte marquer d'une pierre blanche la journée internationale dédiée à la jeunesse. En marge de l'organisation de la journée internationale de la jeunesse qui est prévue chaque année le 12 août, et donc nous avons présenté une communication orale auprès du Conseil des ministres pour solliciter l'implication des associations, des OSC de jeunes de la sous-région afin, n'est-ce pas, de marquer d'un signe particulier et cette commémoration et pour prendre en compte les préoccupations de l'ensemble de la jeunesse de la sous-région. L'objectif recherché, c'est que désormais les jeunes puissent être impliqués comme il se doit dans le développement économique et social de tous les pays de la sous-région et en particulier du Burkina Faso. Outre les rencontres de chants traditionnels, des thématiques traitant de la problématique de la jeunesse seront abordées avec un accent particulier sur la culture de la responsabilité et de la citoyenneté. Ce qui est sûr et certain, si nous ne prenons pas en compte les considérations de cette jeunesse-là, à savoir bien entendu la prévention de ce qu'on appelle la violence qui arrive, n'est-ce pas, avec les mouvements extrémistes, il est fort, j'allais dire, sûr que cette jeunesse-là puisse être à la merci de ces associations, de ces structures terroristes-là. Et c'est la raison pour laquelle, bien entendu, l'accent particulier va être mis sur
la citoyenneté, le civisme et bien entendu la culture de la démocratie et de la paix. Plus de 5000 jeunes sont attendus au Burkina pour la commémoration de cette journée internationale prévue le 12 août prochain. Pendant une semaine, les jeunes de la sous-région vont tenter de trouver les solutions idoines aux difficultés qu'ils vivent. Rappelez-vous l'invitation du président ivoirien Alassane Ouattara à l'endroit de son homologue burkinabé. Invitation semblerait-il acceptée par Michel Kafando, selon le porte-parole du gouvernement ivoirien, qui, à l'issue d'un conseil de ministres en Côte d'Ivoire hier, a annoncé la visite prochaine du président Kafando à Abidjan pour le 31 juillet prochain. Une visite qui intervient quelques semaines après celle du premier ministre Yacouba Isaac Zida. Parlons à présent de la commémoration du premier anniversaire du crash d'Air Algérie, 24 juillet 2014, 24 juillet 2015. Il y a déjà un an que le vol AH-57 d'Air Algérie s'écrasait en territoire malien avec 116 passagers à son bord. Dans le cadre de cette commémoration, les familles ont rendu hommage aux disparus au cours d'une veillée de prière hier au Palais de la Culture Jean-Pierre Guingané. La commémoration s'est également poursuivie ce matin. Des précisions avec Joël Zoundi. Après la veillée d'hommage aux victimes du crash organisée dans la nuit du 23 juillet, les proches des victimes se sont retrouvés le lendemain pour la suite des activités marquant le premier anniversaire du crash du vol AH-57. Que dire encore un an après qu'il ait déjà été exprimé? Sinon que de saluer et de nous indigner avec référence devant la mémoire de ces 116 victimes pour lesquelles nous ne cesserons d'avoir une pensée pieuse quand la violence de leur disparition fit un grand choc émotionnel pour nous tous. À la suite des interventions des officiels, les parents des victimes ont tour à tour adressé des messages aux victimes du crash. Au cours de cette cérémonie, les familles et proches des victimes ont pu suivre la présentation des travaux de la construction de la stèle mémoriale du drame aérien. Alors, le troisième axe qui va du rond-point jusqu'à l'avenue Passavanga a une longueur de 320 mètres, une emprise un peu plus petite, 10 mètres, une chaussée bidirectionnelle, toujours en terre. Moment de deuil, cette commémoration a aussi été un moment de retrouvailles pour les familles unies par la douleur de la perte de leurs proches. Vous venez donc de suivre le reportage de Viviane Bama. Et bientôt, les familles des victimes du crash auront un lieu de recueillement en mémoire de leurs proches disparus. Le lancement technique de la construction de la stèle au rond-point de la cité en deux de Ouagadougou en leur mémoire a eu lieu ce vendredi en présence toujours de Viviane Bama. Les activités de commémoration du premier anniversaire du crash Air Algérie se poursuivent. Les familles des victimes se sont rendues sur le site de la stèle mémoriale pour le lancement des travaux. Mais avant, un petit rappel du déroulement des travaux est fait par les architectes chargés de la réalisation de l'ouvrage. Une stèle qui revêt un sens important pour les familles. Ça représentera nos familles que nous avons perdues. Ça sera à leur image quand nous viendrons tous les ans, s'il faut, nous incliner en leur mémoire. Et en soi, ça peut constituer un soulagement pour les parents, pour les familles, pour les proches et pour notre population. C'est en même temps un élément dissuasif. Et il invite aux compagnies privées, compagnies d'aviation de faire attention quand ils prennent des obligations, de faire en sorte de remplir ces obligations de résultats et d'amener à bon port les passagers qu'ils prennent. Une présence des disparus qui restera forte à jamais pour les proches, surtout pour ceux qui ont encore du mal à croire au rapport de l'enquête. Moi, je ne crois qu'aux faits, et rien qu'aux faits. Comme je l'ai déjà dit, il n'y a aucune version qui m'arrange. Nos proches sont morts, ils ne vont pas revenir. Donc, nous attendons des preuves de tout ce qui peut nous être avancé de manière irréfutable. Et en l'absence du décryptage d'une des boîtes noires, forcément, c'est un handicap certain pour l'avancée de cette enquête. Donc,
Moi, je veux bien entendre que les pilotes aient fait des erreurs, mais aujourd'hui, la boîte noire qui pourrait nous expliquer ce qu'ils se sont dit, ce qui s'est passé dans cet avion n'est pas exploitable et les pilotes ne sont pas là pour parler non plus. Donc voilà. Depuis le crash du vol AH-57 qui a coûté la vie à 116 passagers, l'équipage y compris, c'est la deuxième fois que les familles des victimes se réunissent tous à Ouagadougou. Une année après le drame, les plaies sont toujours ouvertes dans les cœurs des familles endeuillées. Dramane Ouedraogo a perdu 6 membres de sa famille dans ce crash. Il nous confie n'avoir toujours pas fait son deuil. William Bationo lui a tendu son micro. Lui, c'est Dramane Ouedraogo, proche de victimes du crash AH-57. Dans ce drame, il a perdu 6 personnes, notamment son petit frère et toute sa famille venus passer des vacances chez lui. En 2014, pratiquement à cette date-là, à cette heure-là même, on était ensemble depuis 3 semaines qu'ils sont venus passer. Les enfants, lorsqu'il était question de retourner en France, on dit que si réellement ils avaient la possibilité, ils allaient prendre un autre vol. Et même s'il fallait payer le prix pour cela, ils allaient le faire. Mais c'était déjà fait. Ils avaient fait des allers-retours et il fallait non seulement profiter de ce retour-là. Un an après, avec amertume, il se remémore encore des faits. Ils avons accompagné à l'aéroport à partir de minuit. Ils ont décollé à 1h et quelques. Et nous sommes revenus et on s'est endormis. Et très tôt le matin, il y a un de nos amis qui nous appelle, qui demande est-ce que nous avons des nouvelles de ceux qui ont décollé à 1h du matin. Donc mon petit frère et sa famille. Nous on dit non, comme le temps, ils ont décollé un peu tard, nous attendons que le matin quand même qu'on puisse les appeler ou qu'eux ils nous appellent pour dire qu'ils sont bien arrivés. Et c'est là que très tôt le matin, nous avons l'information comme quoi la tour de contrôle a perdu le signal de l'avion du vol Air Algérie. Impossible d'effacer la douleur malgré le temps. Pour moi, c'était comme si c'était fait hier. Parce que les souvenirs de toutes ces personnes-là sont toujours d'actualité. Et à tout moment et à tout instant, autour de moi, tout ce qu'ils ont laissé avant de partir, les souvenirs et tout ça, sont toujours d'actualité. Et c'est vrai que pour vivre avec ça, c'est vraiment que pour diluer tout ça, ça prend énormément de temps. Un temps long, mais avec lequel il espère pouvoir panser ses plaies un jour. À présent, remontons le temps avec ce bref rappel sur les circonstances du crash. C'est toujours avec Jérôme William Bationo. Il y a déjà de cela une année que l'ensemble du peuple burkinabé retenait son souffle au matin du 24 juillet en apprenant la disparition des radars du vol AH-57. Quelques heures plus tard, le pire que tous redoutaient est confirmé. Le crash de l'avion transportant 116 passagers. Le lendemain, les débris de l'appareil sont retrouvés à Gossi, en terre malienne, à seulement 50 km de la frontière du Burkina. Presque rien d'identifiable. Aucun survivant selon les premiers constats. C'est la consternation. S'ensuit alors une enquête pour situer les responsabilités. 5 mois après, en janvier 2015, des restes de victimes du drame reconstitués en France sont restitués aux différentes familles. Puis, en avril dernier, une cérémonie d'hommage et de pose de la première pierre d'une celle qui sera érigée à Ouagadougou en mémoire aux victimes est faite. 1 an après le drame, les proches des victimes ont du mal à faire le deuil. Père de famille, la famille Ouedraogo Seydou. Alors, c'est son épouse, Maryse Lheureux. Voici sa première fille, l'infirmière Ouedraogo Vinciana. Noah Ouedraogo. Samson Ouedraogo. Elora Ouedraogo. Et voici l'enfant de ma sœur,
est né, il s'appelle Koussikana Rivel. Pour moi, c'était comme si c'était fait hier. Parce que les souvenirs de toutes ces personnes-là sont toujours d'actualité. Et à tout moment et à tout instant, autour de moi, tout ce qu'ils ont laissé avant de partir, les souvenirs et tout ça, sont toujours d'actualité. Et c'est vrai que pour vivre avec ça, c'est vraiment que pour diluer tout ça, ça prend énormément de temps. Pour commémorer ce triste anniversaire, les familles venues du Burkina et d'ailleurs ont procédé à une veillée funèbre et à plusieurs activités de recueillement, même si pour beaucoup d'entre eux, le deuil est loin d'être. Et tout comme les familles des victimes du crash d'Air Algérie, celles de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre clament justice. Une instruction judiciaire est en cours pour les dossiers des victimes de l'insurrection. Sur la trentaine de victimes, seules 4 familles seraient concernées par cette instruction selon des informations. Les auditions des ayants droit auraient même eu lieu au cours de cette semaine de G. Parlons à présent des élections. Les dépôts des candidatures pour les législatives du 11 octobre ont officiellement débuté ce matin à la CENI. À 3 mois des élections, quel est le profil du député que souhaitent les Ouagalais après le régime Compaoré? Des réponses dans ce reportage d'Ibrahim Sanou avec la voix de Kadi Traoré. 24 juillet 2015, début du dépôt des dossiers pour les candidatures à l'élection législative qui se tiendra le 11 octobre 2015. Pour la population, siéger à l'hémicycle devrait requérir un certain nombre de conditions. S'il y a lieu donc d'élire un candidat aux élections législatives, là, il est mieux donc que d'abord ces candidats-là soient instruits. Il ne faudrait pas qu'on assiste encore à des candidats qui n'ont jamais fait les études. Il ne faudrait pas qu'on assiste à des candidats qui ne comprennent rien à la vie politique. On voudrait donc des candidats instruits, capables d'entendre et de comprendre ce que la population attend d'eux. Voilà pourquoi j'ai dit non, il faut quelqu'un qui ait un petit bagage intellectuel. Ne serait-ce qu'un BPC ou un bac, ce serait un minimum en tout cas. Avant là, tu peux être à l'Assemblée sans diplôme. Et puis tu es là-bas. Même si tu as un niveau CP, tu es à l'Assemblée. Mais cette fois-ci, nous, on veut seulement que tout ça soit clair. Si ça ne va pas être clair, nous ne sommes pas dedans. Si pour certains, il faut des diplômes pour être à l'Assemblée nationale, ceux-ci ont une autre lecture de la situation. Moi, je souhaiterais que les députés qui vont déposer leur candidature, que ce soit des gens qui seront proches de leur population. Parce que je pense que chaque député serait voté. La population va les soutenir, c'est à travers un programme donné. Être député, pour moi, ce n'est pas peut-être dire que ça existe trop de niveaux, ce n'est pas ça. C'est aller voir les besoins que la population souffre, et les conditions et sur les problèmes de l'éducation, la santé et les différents problèmes qu'on vit actuellement. Le rôle fondamental des députés est de proposer et de faire adopter les lois à travers le vote à l'Assemblée nationale. Il appartient donc au parti. Le renouveau de la décentralisation au Burkina Faso, bientôt au cœur d'une conférence internationale à Ouagadougou. Initiée par le laboratoire de citoyenneté, cette activité prévue les 28, 29 et 30 juillet prochains a pour objectif de faire le bilan de la décentralisation vieille de 20 ans et de lui insuffler une nouvelle dynamique. L'annonce a été faite aujourd'hui au cours d'un déjeuner de presse que nous résume ici Joël Zoundi. Le renouveau de la décentralisation au Burkina Faso, quelle proposition de réforme pour la prochaine décennie? C'est sur ce thème que vont plancher des experts en matière de décentralisation dans le cadre d'une conférence internationale organisée par le laboratoire Citoyenneté. Cela en vue d'offrir aux acteurs un espace pour analyser les acquis et les goulons d'étranglement, formuler des propositions de réforme et dégager des orientations pour accompagner l'État. C'est un enjeu historique au Burkina Faso que, en l'espace d'une année et demie, toute la classe politique va être renouvelée et tous les citoyens vont être sollicités pour opérer des choix des prochains gouvernants. Les citoyens seront donc
mis devant leurs responsabilités et les futurs gouvernants aussi vont être mis devant leurs responsabilités. Aussi, cette conférence participe de la refondation de la démocratie et de la lutte contre la malgouvernance. Cette conférence est pour nous une opportunité parce qu'elle permet de revenir sur la question principale de l'utilité, la pertinence de la décentralisation. Et ici, comme vous le savez, la conférence qui est déjà annoncée veut mettre l'accent sur des réflexions qui vont aboutir à une refondation, à des idées pertinentes à prendre en compte pour le renouveau de la décentralisation. C'est pourquoi les initiateurs espèrent une forte adhésion des politiques. Tout le monde est pour la décentralisation, personne ne dit non, je suis contre la décentralisation. Mais sur tel ou tel problème, on a des idées, on a des opinions, mais très peu, au niveau des partis politiques, très peu de lignes structurées, organisées. La conférence aura lieu du 28 au 30 juillet 2015 et va réunir 150 participants venus des 4 coins du monde. La suite de ce journal, en bouteille ou même en bidon, la vente illicite du carburant à la peau dure au Burkina Faso. Malgré les sorties inopinées pour le contrôle de la réglementation en vigueur, le trafic se poursuit. Le directeur général du contrôle économique de la répression des fraudes explique ici la réglementation. À ce sujet, il est au micro de Jérôme William Batiounou. La vente de carburant en bouteille, un métier en pleine expansion. En effet, plus d'un bout de chemin dans la ville de Ouagadougou sans cette activité. Le directeur général du contrôle économique et de la répression des fraudes explique la réglementation qui existe en la matière. La vente en bidon et en bouteille est tolérée lorsqu'on se trouve dans une localité où il n'y a pas de pompe à essence. Et la réglementation parle de pompes à deux temps. Même s'il existe des textes qui l'organisent, la mise en œuvre de ces derniers rencontre des difficultés. La réglementation en matière de commerce de carburant est respectée par les uns et moins respectée et non respectée par les autres. Alors ceux qui ne respectent pas cette réglementation-là, alors c'est ceux qui font la vente illicite. Comme je l'ai dit, l'activité est organisée et il faut avoir certaines autorisations. On a parlé de l'agrément, il y a le monopole de la SONABI, il y a l'agrément pour les distributeurs. Et il y a aussi ceux-là qui vendent en bouteille que chaque fois nous sommes obligés de sortir et voilà, réprimer. Alors ceux-là sont en marge de la réglementation et cette activité-là, en tout cas, vient ternir un peu, en tout cas vient s'aimer le désordre dans la bonne organisation que les tests ont prévu. D'où la mise en place très prochaine d'un mécanisme de contrôle approfondi. Vu l'ampleur que le phénomène est en train de prendre, alors nous allons mettre un dispositif qui va pouvoir répondre à cela. Ce qui veut dire qu'au lieu de faire des contrôles par moment, nous allons voir dans quelle mesure nous allons mettre un dispositif qui va nous permettre de faire le contrôle permanemment. Sur toute l'année, on va essayer d'être vraiment sur le terrain en train de réprimer ce commerce-là. Aussi, pour le directeur général du contrôle économique et de la répression des fraudes, si l'activité a du regain, c'est également par la faveur des consommateurs. Il sera donc associé à cette répression une campagne de sensibilisation à tous les niveaux. Voici de quoi consoler la Sonabel après l'incendie qui a ravagé ses bureaux. Au lendemain de l'incendie, la Banque africaine de développement BAD a accordé hier au Burkina près de 17 milliards de francs CFA pour appuyer le secteur de l'énergie. Un don qui, selon le quotidien Sidoya, devrait permettre de renforcer l'efficacité de la Sonabel, mais aussi d'améliorer le système d'approvisionnement en produits pétroliers de la Sonabi. La lutte contre la corruption passe nécessairement par l'information et la communication. Conscient de cette arme, le RENLAC forme les hommes de médias. Depuis hier, les journalistes sont outillés pour détecter et dénoncer les pratiques de corruption. Pour le président, le directeur exécutif du RENLAC, Claude Weta, cet atelier vise aussi à leur permettre de trouver les voies et moyens pour sortir des publications et des articles qui sont de bonne facture.
Parlons droits humains à présent. Comment arriver à concilier le respect des droits humains avec la sécurité de tous? C'est à cette réflexion que se sont penchés les participants de l'université d'été hier. William Bationo. Regroupés autour des universités d'été des droits humains depuis le 20 juillet dernier, les participants ont eu droit à un panel regroupant plusieurs acteurs du domaine. Autour d'un café-débat, ils ont passé en revue plusieurs thématiques allant de la recrudescence à la multiplicité des questions sécuritaires et le rapport avec le respect des droits de l'homme. Le problème sécuritaire qu'on connaît depuis longtemps, c'est les questions de braquage, essentiellement. Et là, on se rappellera de, par exemple, l'opération coup de poing de Djibril Bassolé. Et le véritable problème qui se pose, c'est qu'au-delà, peut-être, du problème de formation des agents de sécurité, il y a aussi l'exploitation de l'ignorance par nos pouvoirs publics. Laquelle insuffisance est pointée du doigt par Seydou Traoré, un activiste du domaine foncier. Donnant des exemples sur des situations de violation des droits de l'homme pour des raisons sécuritaires, pour lui, il est crucial d'accentuer le renforcement des compétences des forces de l'ordre dans ce domaine. Même pas ce que c'est que les droits humains. Donc il faut effectivement les former pour qu'ils puissent respecter les populations. Je peux donner des cas brièvement comme ça qu'on en a vécu. Vous avez vu le délai de l'hôpital Blaise Compaoré. On a dégagé près de 7000 personnes. J'en ai approché au commissaire, je ne dirai pas son nom, pour lui dire est-ce que ce que vous faites là, ça respecte les droits humains? Il m'a dit droits humains, ça veut dire quoi? Abondant dans le même sens, le représentant du balai citoyen, tout en indexant la malgouvernance, pense plutôt à une refondation des politiques sécuritaires pour les adapter au contexte africain. Aujourd'hui, le climat sécuritaire en Afrique est tendu parce qu'on a assez de problèmes. D'abord, sur même la structuration ou l'institutionnalisation de nos services de sécurité, encore dans leur relation avec les populations. Tour à tour, unanimement, face à la situation d'insécurité grandissante, les différents panélistes ont ainsi relevé la nécessité de conjuguer sécurité et respect des droits de l'homme. Hors de chez nous, le président des États-Unis d'Amérique est arrivé ce soir au Kenya. Barack Obama foule pour la première fois son pays natal, cible d'attaques terroristes du groupe somalien des Chebab. À ce sujet, le terrorisme et la sécurité vont marquer cette visite de 48 heures du président américain. Visite censée prendre fin dimanche prochain. Et c'est donc cette information qui met fin à ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Très bonne suite de nos programmes.